À Martha, mon épouse bien-aimée, je lègue la somme de $50 américains. Les paroles de maître Ézéchiel résonnèrent dans la pièce comme un coup de massue. Mes deux fils, Pablo et Fabian, échangèrent un regard incrédule, vite suivi d'un rictus moqueur. Monica, la femme de Pablo, fut la première à éclater de rire, un éclat sec et tranchant. 50$? Lanka Pablo Enricanant. Jusqu'au bout, papa aura su faire preuve d'ironie. Fabian ne tarda pas à le rejoindre, secouant la tête en riant. Moi, je restais figé, immobile sur cette chaise en cuir, le souffle coupé comme si le sol venait de se dérober sous mes pieds. 45 ans de mariage, 45 ans à me dévouer corps et âme. Et au final, mon mari ne m'avait laissé qu'une maigre somme à peine suffisante pour faire les courses d'une semaine. Peut-être qu'elle pourra s'offrir un petit quelque chose au marché, glissa Monica, son sourire venimeux aux lèvres. La salle se remplit de murmures, de ricanements étouffés. Même l'avocat paraissait gêné, mais il poursuivit la lecture, imperturbable. À Pablo, mon fils aîné, je lègue la maison familiale ainsi que 60% des parts de l'entreprise. Pablo redressa fièrement les épaules, affichant un sourire satisfait. Monica lui serra la main, visiblement ravie, comme si elle venait de décrocher le gros lot. À Fabian, mon plus jeune fils, je lègue les 40% restants de l'entreprise ainsi que l'ensemble des biens immobiliers en location. Je restais là, pétrifié, mes mains ridées posées sur ce sac noir que j'avais acheté pour les funérailles, à peine une semaine plus tôt. $50. Voilà ce que valaient toutes mes années de sacrifice, mes rêves abandonnés, mes soins constants pendant la maladie de mon mari. Tu vois, maman, dit Pablo avec ce ton faussement doux, au moins tu n'auras plus à te préoccuper de la maison. Monica et moi, on s'occupera de tout. Les mots résonnèrent comme une condamnation. Ma propre maison, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais cuisiné des milliers de dîners, où j'avais pleuré et ri pendant des décennies, ne m'appartenait plus. Mais laissez-moi vous raconter comment je suis arrivée à ce moment d'humiliation, car cette histoire a commencé de manière très différente. Il y a à peine 2 ans, j'étais Martha, une femme de 69 ans qui croyait avoir une famille unie et un mariage solide. Je vivais dans une belle maison en périphérie de la ville, entourée d'un jardin rempli de roses rouges que je soignais chaque matin comme si elles étaient mes propres filles. Ma routine quotidienne était simple, mais elle me comblait. Je me levais à 5 heures du matin, je préparais un café fort comme aimait mon mari et, pendant qu'il lisait les journaux, j'organisais les activités de la maison. Les dimanches étaient sacrés pour notre famille. Pablo arrivait avec Monica, Fabian avec son éternelle bonne humeur, et je préparais un festin qui durait des heures. Le rôti du dimanche était ma spécialité absolue. Je faisais mariner la viande dès le samedi soir avec une recette secrète héritée de ma mère. Tout le monde disait que j'avais l'assaisonnement parfait, que personne ne cuisinait comme moi. Maman, tes mains sont magiques, me disait Fabian en volant des morceaux de viande directement sur le grill. Ces moments me faisaient me sentir comblée, utile, aimée. Pablo avait toujours été mon fils le plus sérieux, celui qui avait hérité du tempérament méticuleux de son père. Depuis l'âge de 20 ans, il travaillait dans l'entreprise familiale d'importation, et j'étais si fière de le voir évoluer professionnellement. Quand il rencontra Monica lors d'une conférence d'affaires, je pensais que le destin lui avait envoyé la femme parfaite. Elle était élégante, éduquée, avait une carrière réussie dans le marketing et semblait vraiment vouloir faire partie de notre famille. Les premiers mois avec Monica furent comme un rêve. Elle venait aux réunions de famille avec des fleurs fraîches ou des gâteaux de la meilleure pâtisserie du centre-ville. Elle m'aidait en cuisine, louait mes recettes avec enthousiasme et m'avait même demandé de lui apprendre à préparer mon fameux dulce de lécher maison. « Belle maman, vous cuisinez comme les anges du ciel », me disait-elle pendant que je lui montrais le point exact pour battre le mélange. J'avais enfin la fille que j'avais toujours rêvé d'avoir. Fabian, mon fils cadet, était comme le soleil dans notre famille, joyeux, spontané. Il avait toujours une anecdote amusante à raconter sur son travail d'ingénieur dans une entreprise de construction. Il rêvait d'avoir sa propre firme un jour et je savais qu'il réussirait, car il avait la détermination et le charisme nécessaires pour exceller dans tout ce qu'il entreprenait. Le week-end, Fabian m'accompagnait au marché central. Il portait tous mes sacs sans que je le lui demande, négociait avec les vendeurs pour me décrocher de meilleurs prix et nous finissions toujours la sortie par une glace à la vanille dans la même glacerie où je l'emmenais lorsqu'il était enfant. « Maman, tant que tu es là, je serai ton chauffeur personnel », me disait-il en conduisant ma vieille voiture avec un sourire. La vie me semblait parfaite à cette époque. Mon mari dirigeait son entreprise avec succès, une entreprise qu'il avait construite de zéro en 30 ans de travail acharné. Les garçons suivaient leur voie professionnelle et semblaient heureux de leur choix. J'étais le centre qui maintenait toute la famille unie, celle qui organisait chaque célébration,
chaque réunion, chaque moment spécial qui créait des souvenirs pour nous tous. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque réussite professionnelle se célébrait chez moi, avec ma cuisine, mon organisation méticuleuse. C'était moi qui me souvenais des dates importantes, qui achetais les cadeaux parfaits, qui décorais chaque recoin pour créer l'ambiance idéale. Ma maison était le cœur battant de notre famille, et j'étais fière d'être la gardienne de ces traditions que nous avions bâties pendant des décennies. Mais les choses parfaites ont la fâcheuse habitude de changer sans prévenir, et le changement est arrivé déguisé en aide et en bonnes intentions. Tout a commencé de manière si subtile que je ne me suis pas rendu compte tout de suite de ce qui se passait. Monica a commencé à arriver plus tôt les dimanches, sonnant à la porte alors que je venais à peine de m'habiller. « Je suis venue vous aider, belle maman chérie », disait-elle avec ce sourire éclatant qui commençait à me paraître trop parfait. « Je ne veux pas que vous vous fatiguiez en préparant tout toute seule. » Au début, j'étais flattée par son attention. J'avais enfin une belle-fille qui valorisait mes efforts et voulait participer activement aux traditions familiales. Mais peu à peu, cette aide s'est transformée en quelque chose de complètement différent. Au lieu de m'assister, Monica a commencé à réorganiser ma cuisine selon ses propres critères. « Vous ne pensez pas qu'il serait plus efficace de ranger les épices par ordre alphabétique ?» demandait-elle en déplaçant mes bocaux, rompant le système que j'avais perfectionné pendant des années. « Et ces couteaux iraient mieux dans ce tiroir, plus près de la planche à découper. » Mes ustensiles, que je connaissais les yeux fermés, ont commencé à apparaître dans des endroits inattendus. Puis vinrent les suggestions concernant les ingrédients. Vous ne pensez pas qu'il serait plus sain d'utiliser de l'huile d'olive au lieu du beurre ? Demandait-elle avec cette voix douce qui avait commencé à sonner condescendante. J'ai lu dans un magazine de nutrition que les graisses saturées sont très dangereuses pour les personnes de notre âge. Notre âge. Elle avait 32 ans. Je venais d'avoir 70 ans. Mais Pablo approuvait chacune de ses paroles avec ferveur, comme si elle était une prophétesse de la cuisine moderne. Monica a raison, maman, me disait mon fils aîné avec un sourire paternaliste qui me faisait me sentir comme une enfant réprimandée. Nous devrions faire plus attention à notre santé. Elle a étudié la nutrition à l'université. C'était faux. Monica avait étudié le marketing, mais apparemment, elle était maintenant experte en tout ce qui concernait ma maison. Les critiques se sont rapidement étendues à d'autres aspects de mon foyer. Cette décoration a tellement de potentiel, commentait-elle en examinant mes meubles avec une expression de pitié professionnelle. Avec quelques touches modernes, cet endroit serait absolument spectaculaire. Vous ne trouvez pas que ces couleurs sont un peu dépassées ? Mes rideaux couleur bordeaux que j'avais soigneusement choisis il y a 10 ans étaient soudainement devenus affreusement démodés. Mon mari, qui pendant 40 ans avait défendu chacune de mes décisions domestiques, commença à écouter les suggestions de Monica avec un intérêt croissant. Cette fille a beaucoup de goût, me disait-il quand je protestais en privé. Ce ne serait pas mal de rénover un peu la maison. On a les mêmes choses depuis des années. Depuis des années, nous construisions un foyer. J'avais envie de lui crier, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Les dimanches en famille ont commencé à se transformer radicalement. Au lieu d'être des réunions où j'étais l'hôtesse naturelle, c'était devenu des séances où Monica présentait de nouvelles idées pour améliorer absolument tout ce que je faisais. Pablo la soutenait inconditionnellement dans chaque suggestion, hochant la tête comme un disciple dévoué. Fabian, qui avait toujours détesté les conflits familiaux, se contentait d'acquiescer pour maintenir la paix, mais je voyais l'inconfort dans ses yeux. Un dimanche particulièrement douloureux, Monica arriva vêtue d'une robe verte élégante qui la faisait ressembler à un mannequin de magazine. Son attitude ce jour-là était complètement différente, plus assurée, plus autoritaire. Sans me demander la permission, elle se dirigea directement vers la tête de la table de la salle à manger, l'endroit qui avait été le mien pendant des décennies, et commença à servir le repas comme si elle était la maîtresse absolue de la maison. « Laissez-moi faire, belle maman », dit-elle lorsque j'essayais de me lever pour accomplir mon rôle habituel. « Vous avez déjà assez travaillé aujourd'hui. » Mais il y avait quelque chose dans son ton de voix qui me donna la chair de poule. Ce n'était ni du respect ni de la gratitude. C'était un mélange toxique de pitié et de supériorité qui me fit me sentir comme une vieille femme inutile dans ma propre maison. Monica a raison, intervint Pablo immédiatement, comme s'il avait attendu ce moment. Maman, il est temps que tu te détendes un peu. Nous pouvons nous occuper de ces choses. Le mot nous résonna dans mes oreilles comme une alarme. Depuis quand Monica et Pablo étaient-nous dans ma maison? Ce soir-là, j'ai eu la première dispute sérieuse avec mon mari depuis plus de 20 ans. Monica veut seulement t'aider, me dit-il pendant qu'il se déshabillait avec des gestes fatigués. Je ne comprends pas pourquoi ça t'agace autant que quelqu'un veuille te faciliter la vie. Mais moi, je comprenais parfaitement ce qui se passait.
Je le sentais dans chaque fibre de mon être, ma place dans la famille commençait à vaciller, et je ne pouvais rien faire pour arrêter cette avalanche. Ce n'est pas de l'aide, lui expliquai-je d'une voix tremblante. C'est une invasion. Elle prend le contrôle de ma cuisine, de ma table, de mes traditions, et toi, tu la laisses faire. Mon mari me regarda avec cette expression de patience forcée qu'il réservait au moment où il me trouvait irrationnel. Tu exagères, Martha, soupira-t-il. Monica fait partie de la famille maintenant. C'est normal qu'elle veuille participer. Mais participer et s'approprier sont deux choses totalement différentes. Et je savais qu'il refusait de voir la distinction, car c'était plus confortable pour lui d'ignorer le problème. Les semaines suivantes furent comme voir ma propre vie défiler au ralenti, pendant que quelqu'un d'autre en réécrivait le scénario. Monica commença à venir non seulement les dimanches, mais aussi en semaine, toujours avec une excuse parfaitement raisonnable. Je passais par ici après le travail et j'ai pensé vous saluer, disait-elle. Mais ensuite, elle restait jusqu'à tard pour réorganiser quelque chose ou suggérer un nouveau changement. Pablo aussi commença à venir plus souvent, mais il ne venait plus me voir, moi. Il venait discuter de plans avec Monica, consulter des catalogues de meubles, mesurer des espaces pour d'éventuelles rénovations. J'étais devenue un fantôme dans ma propre maison, présente mais invisible, nécessaire mais ignorée. La transformation de mon foyer fut si progressive qu'au début, je crus que je me faisais des idées. Mais le jour où je me suis réveillée et que j'ai trouvé Monica en train de réorganiser mon garde-manger sans même me demander la permission, j'ai su qu'elle avait franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. « Bonjour, belle maman », me salua-t-elle avec ce sourire que j'avais appris à redouter. Je voyais que vous aviez beaucoup de choses périmées ici. J'ai décidé de faire un grand nettoyage. Mes conserves maison, préparées avec tant d'amour pendant l'automne, étaient entassées dans un sac poubelle. Ces confitures ont plus de 6 mois, expliqua-t-elle comme si elle était une inspectrice sanitaire. Il est dangereux de consommer des aliments aussi vieux à notre âge. Notre âge. Encore cette phrase qui me faisait sentir comme si nous étions contemporaines, comme si elle avait le droit de prendre des décisions sur ma santé et sur ma maison. Ces confitures sont parfaitement bonnes, protestai-je faiblement, mais ma voix sonnait pathétique, même à mes propres oreilles. Je les ai faites selon la recette de ma grand-mère, avec la quantité exacte de sucre pour les conserver pendant des années. Monica me regarda avec cette expression de patience exagérée qu'on réserve aux enfants ou aux personnes âgées confuses. Ma chère belle-maman, les temps ont changé. On en sait beaucoup plus aujourd'hui sur la sécurité alimentaire, m'expliqua-t-elle en continuant de jeter mes affaires. Pablo m'a demandé de veiller à votre santé. Il est très inquiet pour vous. Le mensonge sortit de ses lèvres avec une telle facilité que, pendant un instant, je doutais de ma propre perception de la réalité. Pablo ne m'avait jamais dit être inquiet pour ma santé. En fait, cela faisait des semaines que nous n'avions échangé que des salutations superficielles lorsqu'il venait à la maison. Mais quand il arriva ce soir-là et vit le garde-manger réorganisé, il sourit à Monica comme si elle avait accompli un miracle. « C'est merveilleux, chérie. Maman avait vraiment besoin d'aide pour ces choses. » « Je n'avais pas besoin d'aide, murmurai-je. Mais personne ne m'écoutait. Je n'existais déjà plus comme une voix légitime dans les conversations familiales. J'étais devenue un sujet de conversation, pas une participante. On parlait de moi en ma présence, comme si j'étais un meuble nécessitant un entretien occasionnel. Les dîners étaient devenus des exercices d'humiliation silencieuse. Monica avait pris le contrôle total de ma cuisine, préparant des plats qu'elle jugeait plus appropriés pour l'âge de la famille. Mes recettes traditionnelles, perfectionnées pendant des décennies, furent remplacées par des salades fades et du poisson vapeur sans assaisonnement. Le sel est très mauvais pour la tension artérielle, expliquait-elle en servant des portions minuscules qui laissaient tout le monde sur sa faim. Mon mari, qui avait toujours loué ma cuisine avec un enthousiasme sincère, mangeait désormais en silence, puis disait à Monica combien il était rafraîchissant de goûter à une alimentation plus saine. Fabian tentait de maintenir des conversations normales, mais même lui semblait mal à l'aise avec la nouvelle dynamique familiale. Ses visites devenaient plus courtes et plus rares. « Tu n'aimes plus venir à la maison ?» lui demandai-je un jour, alors qu'il repartait après à peine 1 heure. Mon fils cadet me regarda avec des yeux tristes qui me brisèrent le cœur. « Maman, tout est très différent maintenant. Monica est très intense. » C'était la première fois qu'un membre de la famille reconnaissait que quelque chose n'allait pas. Mais même Fabian semblait résigné à accepter cette nouvelle réalité. Les week-ends, qui autrefois étaient mon refuge sacré, devinrent mon cauchemar hebdomadaire. Monica arrivait le samedi matin avec des plans détaillés pour améliorer un autre aspect de la maison. Pablo l'accompagnait, portant des boîtes de décoration ou des échantillons de peinture qu'elle avait choisis sans me consulter. Surprise, belle maman.
annonçait-elle. Ce week-end, on rénove le salon. Mes meubles, chargés d'histoire et de souvenirs, furent étiquetés comme démodés et déprimants. Le canapé où j'avais allaité mes enfants, où mon mari s'endormait devant la télévision, où nous avions partagé des milliers de conversations intimes, fut remplacé par un ensemble moderne couleur beige, digne d'une salle d'attente médicale. Vous ne vous sentez pas plus jeune avec ces changements ? Me demandait Monica en admirant son œuvre. Mais moi, je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Chaque objet familier qui disparaissait emportait un morceau de mon identité, de mon histoire, de la femme que j'avais été pendant 70 ans. Les photos de famille furent réorganisées. Même les images de mon mariage, des premiers pas de mes fils, de nos vacances en famille, fièrement affichées pendant des décennies, furent reléguées dans des cartons ou remplacées par des photos professionnelles de Pablo et Monica. Les vieilles photos rendent la maison triste, expliqua ma belle-fille. Il vaut mieux avoir des images plus actuelles et joyeuses. Mon mari observait ces changements avec une approbation croissante. La maison est plus moderne, commentait Monica. Elle a vraiment un bon œil pour la déco. Je voulais lui crier que ce n'était pas une question de décoration, mais d'effacer notre histoire familiale. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge comme des pierres. Les nuits devinrent particulièrement solitaires. Mon mari s'endormait tôt, épuisé par le travail, et apparemment satisfait de cette nouvelle version de notre foyer. Je marchais dans la maison comme un fantôme, reconnaissant de moins en moins les choses autour de moi. Même les sons familiers avaient changé. Au lieu du tic-tac réconfortant de l'horloge à pendule qui avait appartenu à ma mère, résonnait maintenant une horloge digitale que Monica avait installée parce qu'elle était plus précise. Les odeurs de ma maison avaient aussi disparu. Elle ne sentait plus mes épices préférées, ni mes fleurs fraîchement coupées chaque matin, ni les bougies parfumées que j'allumais l'après-midi. Elle sentait désormais les produits de nettoyage industriel et les désodorisants artificiels que Monica jugeait plus hygiéniques. Pendant les repas, les conversations tournaient exclusivement autour des prochains projets de Monica pour améliorer la maison. Pablo participait avec enthousiasme, suggérant d'autres modifications et louant chaque idée de son épouse. Moi, je restais silencieuse, mâchant une nourriture sans goût, à une table que je ne reconnaissais plus, entourée de personnes qui disaient m'aimer, mais qui avaient décidé que je n'étais plus capable de prendre des décisions sur ma propre vie. Qu'en pensez-vous, belle maman ? Me demandait Monica à l'occasion. Mais il était évident que mon opinion n'avait aucune importance. Si j'émettais la moindre réserve ou proposais une idée différente, Pablo intervenait aussitôt. Maman, tu dois nous faire confiance. On sait ce qui est le mieux pour toi. Un après-midi de mars, alors que j'étais assise dans mon jardin à essayer de trouver un peu de paix parmi les roses qui m'appartenaient encore, le téléphone sonna. C'était Célia, une ancienne collègue de mes années de secrétaire dans un cabinet comptable, il y a plus de 20 ans. Sa voix était joyeuse, pleine d'énergie, un contraste saisissant avec l'atmosphère oppressante qui régnait chez moi. « Martha, ma chère, j'ai une proposition incroyable pour toi, dit-elle sans détour. Tu te souviens de Madame Carmen, celle qui vivait dans l'immeuble où je travaillais ? Sa fille vit maintenant au Costa Rica et cherche quelqu'un de confiance pour s'occuper de sa mère. Le poste inclut le logement, un excellent salaire, et Carmen est une femme charmante. J'ai tout de suite pensé à toi. » Pendant un instant, j'eus l'impression que quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce fermée depuis des mois. La possibilité de sortir de chez moi, de retrouver un but, d'être à nouveau nécessaire et valorisé m'emplissait d'un espoir que j'avais oublié. « Au Costa Rica ? Demandai-je, sentant mon cœur battre plus vite. Pour combien de temps ? Au moins 1 an, peut-être plus si tout se passe bien, expliqua Célia. Carmen a 85 ans, mais elle est très lucide. Elle a juste besoin de compagnie et d'un peu d'aide pour les tâches du quotidien. Sa fille préfère une femme mûre, avec de l'expérience de vie. Le salaire est de $1000 par mois, tous frais payés. Martha, c'est une opportunité parfaite pour toi. $1000 par mois. C'était plus d'argent que ce que j'avais personnellement géré depuis des décennies. Mon mari avait toujours contrôlé les finances de la famille, me donnant une somme hebdomadaire pour les dépenses de la maison. L'idée d'avoir mon propre argent, de prendre mes propres décisions, me paraissait à la fois étrange et exaltante. « Je ne sais pas, Célia, » lui dis-je, bien que chaque fibre de mon être hurlait de dire oui. Je devrais en parler avec ma famille. Je ne peux pas simplement partir et laisser mon mari seul. Mais même en prononçant ces mots, je me demandais si quelqu'un remarquerait vraiment mon absence. Monica n'avait-elle pas déjà prouvé qu'elle pouvait parfaitement gérer tous les aspects de ma maison ? Réfléchis bien, ma chère, me dit Célia avant de raccrocher. Cette opportunité ne durera pas éternellement. Carmen a besoin d'une réponse avant la fin de la semaine.
Quand j'ai raccroché, je suis restée assise dans le jardin pendant des heures, à imaginer à quoi ressemblerait ma vie dans un autre pays, en m'occupant de quelqu'un qui aurait réellement besoin de moi, à tenir des conversations profondes avec une personne qui valoriserait mon expérience au lieu de la considérer comme dépassée. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai rassemblé le courage de mentionner l'appel de Célia. Une amie m'a proposé un travail au Costa Rica, dis-je d'un ton décontracté pendant que Monica servait son habituel poisson fade. Il s'agirait de s'occuper d'une dame âgée. Le salaire est très bon et le logement est inclus. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Pablo fut le premier à réagir, laissant échapper un rire sec qui me glaça le sang. Un travail ? Maman, tu as 70 ans. Tu n'es plus en âge de travailler. Son ton était celui qu'on utiliserait pour gronder un enfant ayant dit une absurdité. Et puis, ta place est ici avec la famille. Ce n'était qu'une idée, murmurai-je, me sentant aussitôt stupide d'avoir évoqué le sujet. Mais quelque chose en moi refusait de s'éteindre complètement. Ce pourrait être une expérience intéressante. Ça fait des années que je n'ai pas voyagé. Monica échangea un regard significatif avec Pablo avant de parler. Belle maman, je ne voudrais pas être impolie, mais croyez-vous vraiment être capable de prendre soin d'une autre personne ? Dernièrement, vous avez été très distraite. Ne serait-il pas plus sage de rester ici, où nous pouvons nous occuper de vous ? Le mot distrait me frappa comme une gifle. Je n'étais pas distraite. J'étais systématiquement mise à l'écart de ma propre vie. Ta mère n'est pas distraite, intervint mon mari, et pendant un instant, je crus qu'il allait me défendre. Mais Monica a raison. Ça n'a aucun sens que tu partes dans un autre pays à ton âge. Ici, tu es en sécurité et bien entourée. Bien entourée. Comme si j'étais un animal domestique ou une plante nécessitant un arrosage occasionnel. En plus, ajouta Pablo, que ferait papa sans toi ? Il ne peut pas rester seul dans cette maison. Ironiue, pensai. Il s'inquiétait soudainement de la capacité de mon mari à rester seul, alors que depuis des mois, ils agissaient comme si moi j'étais totalement remplaçable. On pourrait engager quelqu'un pour venir pendant la journée, suggérai-je timidement. Oh, Monica pourrait. Mais Monica me coupa avant que je puisse finir ma phrase. Oh, belle maman, j'ai mon travail et mes propres responsabilités. Je ne peux pas être ici 24 pour m'occuper de 2 personnes âgées. 2 personnes âgées. Comme si Pablo et Fabian étaient des orphelins impuissants au lieu d'hommes adultes parfaitement capables de prendre soin de leur père. Fabian, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, prit enfin la parole. Maman, si tu veux vraiment voyager, on pourrait planifier des vacances en famille. Mais partir seul dans un autre pays ne me semble pas une bonne idée. Même mon fils cadet, qui avait toujours été mon allié, se joignait désormais au cœur de voix me traitant comme une vieille femme sénile incapable de prendre une décision rationnelle. Ce n'était qu'une idée, répétai-je, sentant la dernière étincelle d'espoir des derniers mois s'éteindre doucement. Ce n'est pas important. Mais je savais que je mentais. C'était très important. C'était la différence entre continuer à disparaître lentement dans ma propre maison ou récupérer une partie de l'identité que j'avais perdue. Les jours suivants furent particulièrement durs. Chaque fois que je pensais à l'opportunité que j'avais laissée passer, un mélange de regrets et de ressentiment me rongeait de l'intérieur. Célia m'appela le vendredi pour me dire que Carmen avait trouvé quelqu'un d'autre. Une femme de 60 ans du Guatemala, qui a tout de suite accepté, me dit-elle. Elle était parfaite pour toi, Martha. J'espère qu'une autre opportunité se présentera. Mais je savais qu'il n'y en aurait pas d'autre. Ma famille avait été claire. Mon rôle était de rester à la maison, invisible et silencieuse, pendant qu'eux décidaient de ce qui était bon pour moi. L'idée de me rebeller, de prendre une décision indépendante, me semblait aussi impossible que d'aller sur la Lune. Monica, sentant apparemment qu'elle avait remporté une victoire importante, redoubla d'efforts pour remodeler complètement mon identité domestique. Maintenant qu'on sait que vous allez rester avec nous pour toujours, me dit-elle avec ce faux sourire, on peut faire des plans à long terme pour votre confort. Son confort signifiait plus de changements, plus de perte de contrôle, plus d'effacement de la femme que j'avais été. Ce soir-là, allongée à côté de mon mari qui ronflait paisiblement, je me demandais quand j'avais cessé d'être Martha. La femme avec des rêves et des opinions, pour devenir maman, belle-mère, la dame, une série de rôles définis uniquement par ma relation aux autres. Quand avais-je accepté que ma valeur humaine dépendait uniquement de mon utilité pour les autres ? Et, plus douloureux encore, pourquoi avais-je permis que cela arrive ? Le moment qui allait tout changer arriva 3 semaines plus tard, un après-midi d'avril qui avait commencé comme n'importe quel autre. Mon mari avait empiré à cause d'une grippe qu'il traînait depuis plusieurs jours,
et le médecin avait recommandé de l'emmener à l'hôpital pour des examens plus approfondis. Le rendez-vous était fixé à 14 heures, et j'avais passé toute la matinée à tout préparer. Ses médicaments, les documents de l'assurance maladie, une tenue de rechange au cas où il déciderait de le garder. Pablo viendra nous chercher à 13h30, lui dis-je pendant qu'il se reposait dans le lit. Depuis quelques semaines, j'avais délégué ses responsabilités à notre fils aîné, qui avait insisté pour s'occuper de tous les sujets médicaux, affirmant que les hôpitaux étaient trop compliqués pour les personnes âgées. J'avais accepté cette nouvelle dynamique avec la résignation qui caractérisait tous mes derniers mois. À 13h15, mon mari était déjà habillé et assis dans le salon à attendre. J'avais son sac prêt et j'avais appelé 2 fois Pablo pour confirmer qu'il arrivait. « Je sors du bureau, maman », m'avait-il dit au second appel. « J'arrive dans 15 minutes, maximum. » Monica avait promis de nous retrouver directement à l'hôpital après avoir terminé une réunion importante au travail. 13h30 arriva et passa, sans aucune trace de Pablo. Mon mari commença à montrer des signes d'impatience, toussant plus souvent et demandant l'heure toutes les 2 minutes. À 14h15, je rappelai Pablo. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'il ne décroche d'une voix pressée. « Maman, une urgence est survenue au bureau. Un client très important est arrivé à l'improviste. Je ne peux pas partir maintenant. Mais le rendez-vous de papa est à 14h, lui rappelai-je, sentant une boule de panique dans mon estomac. Le médecin a été très clair sur l'importance de ne pas rater cet examen. Mon mari me regardait depuis le canapé avec une expression inquiète. Il écoutait clairement mon côté de la conversation. « Je sais, répondit Pablo d'un ton agacé. Mais ce client peut représenter le plus gros contrat de l'année pour l'entreprise. Je ne peux pas le laisser partir. Monica vous rejoindra à l'hôpital, d'accord ? Elle peut parler au médecin. » Et il raccrocha avant que je puisse répondre. J'appelai immédiatement Monica, mais son téléphone tomba directement sur la messagerie. Je tentai encore 3 fois pendant les 10 minutes suivantes, sans succès. Mon mari devenait nerveux, répétant qu'il ne pouvait pas rater ce rendez-vous, car le médecin avait bien insisté sur l'urgence des examens. « Nous allons en taxi », décidai-je enfin, même si cette idée me terrifiait. Cela faisait des années que je ne gérais pas seul des situations médicales compliquées, et mon mari dépendait totalement de moi pour naviguer dans ce système hospitalier confus. Mais je n'avais pas d'autre option. J'appelai une compagnie de taxi. On me dit qu'un chauffeur arriverait dans 20 minutes. Quand nous sommes finalement arrivés à l'hôpital, nous avions déjà 30 minutes de retard. La réceptionniste nous informa qu'il nous faudrait attendre une annulation, car notre créneau avait été donné à un autre patient. Mon mari semblait de plus en plus faible, et moi, complètement perdu, à essayer de remplir des formulaires et gérer des procédures que Monica avait promis de prendre en charge. Nous avons passé 4 heures dans la salle d'attente. J'appelai Pablo 6 fois. Toutes ses réponses allaient directement sur la messagerie. Monica ne répondait pas non plus à ses messages. Nous étions complètement seuls, 2 personnes âgées perdues dans un système médical qui semblait conçu pour frustrer les personnes vulnérables. Quand mon mari fut enfin vu par le médecin, ce dernier était clairement agacé par notre retard et dut accélérer l'examen. « Il doit revenir demain pour compléter les tests », nous dit-il avec un air grave. Nous n'avons pas pu faire tout ce qui était prévu à cause du temps perdu. Mon mari avait l'air épuisé et confus. Il me demandait sans cesse pourquoi Pablo et Monica n'étaient pas venus, comme il avait promis. Le trajet retour en taxi fut silencieux et douloureux. Mon mari toussait sans arrêt et moi, je sentais une colère et un désespoir bouillir en moi, difficile à contenir. Quand nous sommes arrivés à la maison à 19h, nous avons trouvé Pablo et Monica assis confortablement dans le salon, en train de regarder la télévision et de manger une pizza. « Alors, comment ça s'est passé à l'hôpital ?» demanda Monica d'un ton détendu, comme si elle avait complètement oublié qu'elle était censée nous rejoindre là-bas. « On espère que tout s'est bien passé. » La nonchalance avec laquelle elle prononça ces mots me laissa sans voix pendant plusieurs secondes. « Vous nous avez abandonnés, dis-je enfin d'une voix tremblante. Vous aviez promis d'être là, et vous nous avez laissés seuls. Papa a dû attendre 4 heures, et ils n'ont même pas pu faire tous les examens. » Pablo n'eut même pas la décence d'avoir l'air honteux. « Maman, je t'ai déjà expliqué qu'il y avait une urgence, » répondit-il d'un ton défensif. Et Monica avait une réunion super importante qu'elle ne pouvait pas annuler. Ce sont des choses qui arrivent. L'important, c'est que vous êtes allés à l'hôpital. Comme si le simple fait d'y être allé par nos propres moyens suffisait à les absoudre de leur abandon. L'important, répétai-je lentement, c'est que ton père avait besoin de soutien. Et vous n'étiez pas là. Ma voix était devenue plus ferme, alimentée par des mois de frustration accumulée. Vous aviez promis d'être présent, et vous avez menti.
C'était la première fois depuis des mois que je confrontais directement Pablo à propos de son comportement. Monica se leva du canapé avec une expression offensée. « Belle maman, je crois que vous êtes très dramatique. Ce sont deux adultes capables de gérer un rendez-vous médical. Ils n'ont pas besoin qu'on les tienne par la main comme des enfants. » Ces paroles furent comme une claque, d'autant plus douloureuse que je savais qu'elle avait un fond de vérité. Nous avions réussi à nous débrouiller seuls, mais avec énormément de difficultés. Le problème n'est pas de savoir si nous pouvons le faire seuls, expliquai-je, sentant les larmes de frustration monter. Le problème, c'est que vous aviez promis d'aider et que vous n'avez pas tenu parole. Que, lorsque nous avions le plus besoin de vous, vous avez décidé que d'autres choses étaient plus importantes. Mon mari restait silencieux, clairement mal à l'aise face à la confrontation, mais trop fatigué pour intervenir. Pablo se leva et s'approcha de moi avec cette expression paternelle qu'il avait adoptée depuis quelque temps. « Maman, je comprends que tu sois fatiguée, mais tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on laisse nos responsabilités professionnelles à chaque fois que vous avez un rendez-vous médical. Nous avons nos propres vies. » Nos propres vies. Comme si son père malade et sa mère épuisée étaient des obstacles gênants à leur plan personnel. Ce soir-là, allongé dans mon lit, écoutant la respiration difficile de mon mari, quelque chose se brisa en moi, définitivement. Ce ne fut pas une rupture dramatique, mais plutôt comme quand une corde s'effiloche lentement jusqu'à céder sous le poids le plus léger. Pendant des mois, j'avais accepté l'exclusion progressive, les décisions prises sans moi, la perte de contrôle sur ma propre maison. Mais l'abandon délibéré à l'hôpital, ça avait été différent. C'était de la cruauté. Le lendemain, pendant que Pablo et Monica étaient à leur bureau, j'appelai Célia. « Tu crois que Carmen a encore besoin de quelqu'un ?» lui demandai-je sans détour. « La femme du Guatemala qu'ils avaient engagée avait déjà commencé ?» lui demandai-je. Célia parut surprise de mon appel, mais m'expliqua que la femme guatémaltèque avait eu un problème de visa et n'avait pas pu voyager. « En fait, me dit Célia, Carmen m'a demandé hier si je connaissais quelqu'un d'autre. Tu es sérieusement en train de considérer cette proposition ?» La question flottait dans l'air comme une promesse de rédemption, comme une porte s'ouvrant juste au moment où j'avais besoin de m'échapper. « Oui, répondis-je avec une fermeté qui me surprit. Je suis très intéressée. Quand puis-je parler à la fille de Carmen ? Pour la première fois depuis des mois, je sentais que je prenais une décision qui m'appartenait entièrement. Sans consulter personne. Sans demander la permission à des gens qui avaient clairement prouvé que mon bien-être n'était pas leur priorité. La conversation téléphonique avec Elena Douté, la fille de Carmen, fut comme un rayon de lumière après des mois de brouillard. Sa voix était chaleureuse, vraiment intéressée par moi en tant que personne, pas juste en tant qu'employé potentiel. « Ma mère m'a beaucoup parlé de vous, Madame Martha », me dit-elle depuis San José. « Célia m'a parlé de votre expérience en prenant soin de votre propre famille, et c'est exactement ce que maman recherche. Quelqu'un avec une expérience réelle, pas juste des diplômes. » Elena m'expliqua que Carmen vivait dans une petite maison confortable, dans un quartier calme de la capitale costaricienne. Maman est très autonome pour son âge, mais elle a besoin de compagnie et de quelqu'un pour s'assurer qu'elle prenne bien ses médicaments. Elle adore cuisiner aussi, donc ce serait merveilleux si vous pouviez partager cela avec elle. L'idée de recommencer à cuisiner pour quelqu'un qui apprécierait mon travail me remplit d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Quand pourrais-je commencer ? Me demanda Elena. Nous pouvons nous charger de tous les documents de visa et de passeport depuis ici. J'ai des contacts à l'ambassade qui peuvent accélérer le processus. L'efficacité et le professionnalisme d'Elena contrastaient fortement avec la manière chaotique dont ma propre famille gérait les responsabilités importantes. « Dans 2 semaines, répondis-je sans hésiter. J'ai quelques affaires à régler ici, mais je serai prête à voyager dans 2 semaines. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma propre cuisine, me sentant pour la première fois en moi, maîtresse de mon destin. Je n'avais consulté personne. Je n'avais demandé l'avis de personne. Je n'avais attendu aucune approbation. J'avais pris une décision qui m'appartenait entièrement. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs secrets. Pendant que Pablo et Monica poursuivaient leur routine, pensant que je resterais disponible indéfiniment pour être remodelée à leur convenance, moi, j'organisais discrètement les documents pour ma nouvelle vie. Je ressortis mon passeport du tiroir, où il dormait depuis 10 ans. Je mis à jour mon certificat médical. Je commençai à trier mes affaires les plus importantes. Le plus difficile fut de décider ce que j'allais emmener, et ce que j'allais laisser derrière moi. Chaque objet de cette maison portait une mémoire. Mais je réalisais aussi que beaucoup de ces souvenirs avaient été contaminés par des mois d'humiliation.
Le tablier que j'avais porté pendant des années pour cuisiner les repas de famille me rappelait désormais les critiques de Monica sur mes méthodes démodées. Les photos de famille, reléguées dans des cartons, ressemblaient à des reliques d'une époque plus heureuse, disparue. Je décidai de ne prendre que l'essentiel. Des vêtements pratiques. Quelques livres importants pour moi. Les bijoux que ma mère m'avait laissés. Et une seule photo de mes fils, lorsqu'ils étaient encore petits, avant de devenir les hommes qui me traitaient aujourd'hui comme un fardeau. Tout le reste pouvait rester dans cette maison qui ne me ressemblait plus. Le jeudi de ma 2e semaine de préparation, Elena m'appela avec une excellente nouvelle. Tout est prêt, Madame Martha. Votre visa a été approuvé et j'ai déjà votre billet d'avion. Le vol part samedi matin à 10 heures. Souhaitez-vous que quelqu'un vienne vous chercher à l'aéroport? La réalité de ma fuite venait de se concrétiser avec une vitesse qui me coupa le souffle. Oui, s'il vous plaît, répondis-je, ressentant un mélange d'excitation et de peur, comme lorsque j'étais jeune et que la vie s'ouvrait devant moi avec ses possibles. Je serai là samedi. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Et d'anticipation. Le vendredi soir, je décidai qu'il était temps d'informer ma famille de ma décision. J'avais envisagé de partir sans rien dire, mais mon éducation et mes principes m'empêchaient de disparaître sans explication. Pendant le dîner, un autre plat insipide préparé par Monica, je pris une grande inspiration et annonçai ma nouvelle. Demain, je pars pour le Costa Rica. J'ai obtenu le poste d'aide à domicile dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Mon vol est à 10 heures. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge digitale que Monica avait installée. Pablo fut le premier à réagir, laissant échapper ce rire sec que j'avais appris à détester. « Maman, de quoi tu parles ? On en a déjà discuté. Tu ne peux pas partir seule dans un pays étranger à ton âge. » Son ton était condescendant, comme s'il grondait une petite fille. « Je ne demande pas la permission, répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. Je vous informe simplement d'une décision que j'ai déjà prise. Les documents sont prêts, le billet est acheté, le travail est confirmé. » Mon mari me regardait, entre le choc et l'incompréhension, clairement incapable de traiter ce qui se passait. Monica posa bruyamment sa fourchette sur l'assiette. « Belle maman, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas abandonner votre mari pour aller prendre soin d'une étrangère. Que vont penser les gens ? » Cette obsession pour les apparences sociales était typique de Monica, toujours préoccupée par son image parfaite. Les gens penseront qu'une femme de 70 ans a choisi d'avoir un but et de la dignité, au lieu d'être traitée comme un meuble dans sa propre maison, répondis-je, sentant ma voix s'affermir. Et mon mari est parfaitement capable de se débrouiller seul, surtout avec toute l'aide que vous étiez si impatient de fournir. Mon mari finit par parler. Martha, je ne comprends pas pourquoi tu veux partir. Tu n'es pas heureuse ici avec nous. La naïveté de sa question me brisa le cœur. Comment lui expliquer que cela faisait des mois que je n'étais plus heureuse? Que j'avais été systématiquement exclue de toutes les décisions me concernant. Que j'étais devenue une étrangère dans ma propre maison. Je ne suis plus heureuse depuis longtemps, répondis-je doucement. Mais vous étiez tous trop occupés à réorganiser ma vie pour vous en rendre compte. Fabian, resté silencieux jusque-là, semblait profondément troublé par ma révélation. Maman, si tu n'étais pas heureuse, tu aurais dû nous le dire, murmura mon fils cadet. On aurait pu en parler, trouver une solution. Mais je savais que c'était trop tard pour des discussions. Les mois de marginalisation avaient été une conversation constante, qu'ils avaient simplement choisi de ne pas entendre. Pablo se leva, furieux. C'est complètement insensé. Je ne vais pas permettre que ma mère de 70 ans parte seule dans un pays étranger pour travailler comme employée domestique. C'est humiliant pour toute la famille. Le mot permettre résonna dans mes oreilles comme une cloche d'alarme. Tu n'as rien à permettre, répondis-je en me levant aussi. Je suis une femme adulte qui prend une décision pour sa propre vie. Pendant 70 ans, j'ai fait ce que les autres attendaient de moi. Pour la première fois, je vais faire ce que moi, je veux faire. La force de ma détermination sembla les prendre tous par surprise. Même moi. Monica tenta un dernier argument manipulateur. Belle maman, si vous partez maintenant, quelle garantie avons-nous que vous reviendrez? Votre mari a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Mais je n'étais plus sensible à la culpabilité qu'ils avaient utilisée si efficacement pendant des mois. Si vous aviez eu besoin de moi, répondis-je en me dirigeant vers ma chambre, vous auriez dû le montrer par du respect et de la considération,
au lieu de me traiter comme un fardeau gênant. Je montai les escaliers avec plus d'énergie que je n'en avais ressenti depuis des années, laissant derrière moi une table pleine de gens qui comprenaient enfin qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Le samedi matin arriva avec une clarté cristalline, reflet parfait de mon état d'esprit. Je me réveillai à 5 heures, comme je l'avais fait pendant des décennies, mais cette fois, ce n'était pas pour préparer le petit déjeuner de mon mari. C'était pour finir de faire mes valises et commencer le voyage vers ma nouvelle vie. La maison était silencieuse. Personne n'était descendu pour me dire au revoir ni pour tenter une ultime persuasion. En attendant le taxi qui devait m'emmener à l'aéroport, je m'assis dans le salon que je ne reconnaissais plus comme le mien, repensant à la veille. Après mon annonce, mon mari était monté directement dans la chambre, sans un mot de plus. Pablo et Monica étaient restés dans la cuisine à chuchoter furieusement, probablement en train de planifier une manière de me faire changer d'avis. Fabian était venu frapper à ma porte vers 22 heures, mais j'avais fait semblant de dormir. Le klaxon du taxi brisa le silence matinal. Je pris mes valises, jetai un dernier regard à cette maison où j'avais vécu 25 ans et sortis par la porte principale sans me retourner. Pas de larmes dramatiques. Pas de supplications de dernière minute. Seulement le bruit sec de la porte se refermant derrière moi, marquant la fin d'un chapitre, et le début d'un autre, totalement inconnu. Le vol vers San José fut ma première expérience de voyage en solitaire depuis des décennies. Au début, je me sentis nerveuse et un peu désorientée, mais peu à peu, je commençai à savourer la liberté de prendre mes propres décisions sans consulter personne. Je commandai le petit déjeuner que je voulais. Je choisis la revue qui m'intéressait. Et pour la première fois depuis des mois, personne ne me suggéra une option plus adaptée à mon âge. Elena m'attendait à l'aéroport avec une pancarte où il était écrit « Sonora Marta » et un sourire sincèrement chaleureux. C'était une femme d'une 40aine d'années, professionnelle mais accessible, qui me fit immédiatement me sentir la bienvenue. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin », me dit-elle en prenant une de mes valises. « Maman est très impatiente de vous recevoir. Elle prépare votre chambre depuis toute la semaine. » Le trajet de l'aéroport jusqu'à la maison de Carmen fut une révélation. San José était une ville vibrante et colorée, pleine de vie et d'énergie, un contraste frappant avec l'atmosphère étouffante que j'avais laissée derrière moi. Elena me montrait des lieux intéressants pendant le trajet, m'expliquant où se trouvaient les marchés locaux, les parcs du quartier et les activités que Carmen aimait. « Maman adore marcher dans le parc central les mardis et jeudis », me confia-t-elle. Elle aime regarder les gens passer et nourrir les pigeons. La maison de Carmen était exactement comme Elena me l'avait décrite. Petite mais confortable, avec un jardin rempli de plantes tropicales et une terrasse parfaite pour prendre le café le matin. Carmen m'accueillit à la porte les bras ouverts et avec un sourire qui illumina tout son visage ridé. « Martha, ma chère » s'exclama-t-elle. « Je suis tellement heureuse que tu sois venue tenir compagnie à cette vieille dame solitaire. » Dès le premier instant, la différence fut frappante. Carmen me traita comme une invitée précieuse, pas comme une employée. Elle me fit visiter sa maison avec fierté, m'expliquant l'histoire derrière chaque photo et chaque objet décoratif. « Cette chambre a été la mienne pendant 50 ans, dit-elle en me montrant la chambre principale. Mais maintenant je préfère la petite pièce, elle reçoit mieux le soleil du matin. La grande est pour toi, salle de bain privée, vue sur le jardin. » Ma nouvelle chambre était lumineuse et accueillante, décorée avec des couleurs douces qui invitaient au repos. Il y avait un lit confortable, un bureau près de la fenêtre, et une grande armoire où je rangeais facilement mes quelques effets personnels. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un espace entièrement à moi, où personne ne viendrait déplacer mes affaires ou suggérer des améliorations. Les premières semaines au Costa Rica furent comme un réveil doux après un long cauchemar. Carmen s'avéra être une compagne délicieuse, intelligente, drôle, pleine d'histoires fascinantes sur sa vie. Elle avait été institutrice pendant 40 ans, avait voyagé dans toute l'Amérique centrale, et avait des opinions intéressantes sur tout, de la politique à l'horticulture. Nos conversations pendant les repas étaient stimulantes et respectueuses, quelque chose que j'avais presque oublié être possible. Notre routine quotidienne était simple, mais satisfaisante. Carmen se levait tôt, comme moi, et nous prenions le petit déjeuner ensemble sur la terrasse tout en planifiant la journée. Je m'assurais qu'elle prenne bien ses médicaments, mais elle était parfaitement capable de gérer la majorité de ses activités elle-même. Nous cuisinions ensemble, nous explorions le quartier, et l'après-midi, elle me faisait découvrir les plantes de son jardin pendant que je lui racontais des histoires de ma vie passée. « Tu sais ce que je préfère depuis que tu es ici ?» me demanda Carmen un après-midi, pendant qu'on arrosait les orchidées. « Que tu me traites comme une personne entière, pas comme une vieille femme fragile qui a besoin de protection constante. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi.
Elle décrivait exactement ce que j'avais perdu dans ma propre maison, le respect fondamental pour ma dignité humaine. Au cours de mon 2e mois au Costa Rica, je commençais à remarquer des changements en moi-même que je n'avais pas ressentis depuis des années. Ma posture s'était redressée. Ma voix avait retrouvé sa force naturelle. Et pour la première fois depuis longtemps, je regardais mon reflet dans le miroir et je reconnaissais la femme que j'y voyais. Carmen m'avait encouragée à m'acheter des vêtements neufs, et nous avions choisi ensemble des robes colorées qui me faisaient sentir féminine et vivante. Ce fut pendant cette période de redécouverte de moi-même que je rencontrai José. C'était un veuf de 73 ans qui vivait dans le même quartier et qui rendait visite de temps à autre à Carmen, car ils avaient été collègues dans leurs années d'enseignement. José était un véritable gentleman, poli, gentil, avec un sens de l'humour qui me faisait rire d'une manière que j'avais oubliée. « José s'intéresse à vous », me dit Carmen avec un sourire espiègle après l'une de ses visites. Et je crois que le sentiment est réciproque. L'idée d'un romance à mon âge me paraissait à la fois excitante et effrayante. Pendant 45 ans, j'avais été mariée au même homme. La perspective d'explorer de nouveaux sentiments romantiques me semblait un territoire inconnu. José commença à m'inviter à marcher dans le parc les dimanches. Nos balades étaient lentes, tranquilles, pleines de discussions sur les livres, les voyages, et les rêves que nous avions mis de côté durant nos anciens mariages. Il me traitait avec une courtoisie et une attention sincère qui me rappelaient ce que ça faisait d'être respectée et valorisée en tant que femme. Ma défunte épouse disait toujours qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux, me confia José pendant l'une de nos promenades. Je crois qu'elle avait raison. La vie ne s'arrête pas à 70 ans, parfois, elle ne fait que commencer. Ces paroles exprimaient parfaitement ce que je vivais. Pas la fin de ma vie, mais un nouveau chapitre. Plein de possibilités que je n'avais jamais osé imaginer. Alors que ma nouvelle vie au Costa Rica fleurissait, mon téléphone commença à sonner de plus en plus souvent. Pablo appelait chaque semaine, d'abord avec un ton colérique et autoritaire. « Maman, cette blague a assez duré. Il est temps de rentrer à la maison, là où tu appartiens. » Mais, petit à petit, ces appels devinrent plus désespérés. « Papa te manque beaucoup. La maison n'est plus la même sans toi. » Fabian appelait aussi, mais avec une approche différente. « Maman, je comprends que tu avais besoin d'une pause, mais maintenant que tu as eu ton aventure, tu ne crois pas qu'il est temps de revenir. » Ces mots me dérangeaient profondément. Ils réduisaient mon processus de transformation personnelle à une simple escapade temporaire. Mais les appels les plus révélateurs venaient de mon mari. Sa voix sonnait perdue et confuse, comme s'il avait enfin compris tout ce que je gérais silencieusement depuis des années. « Martha, je ne comprends rien à la maison. Monica vient t'aider, mais ce n'est pas pareil. Les repas n'ont plus le même goût. La maison est vide sans toi. S'il te plaît, rentre. » Au fil de ces conversations, j'avais développé une nouvelle perspective. Je pouvais répondre avec calme et clarté, au lieu de la culpabilité et de l'anxiété qui caractérisaient mes anciennes réactions. « Je ne vais pas revenir », dis-je à Pablo lors de l'un de ses appels les plus insistants. « J'ai trouvé une vie qui me donne du but et du respect, et je ne vais pas y renoncer pour redevenir invisible dans ma propre maison. » « Mais maman, » insista Pablo avec cette voix qu'il croyait raisonnable, « ici, tu as une famille qui a besoin de toi. Là-bas, tu n'as qu'une étrangère qui te paie pour t'occuper d'elle. » Ces paroles révélaient une incompréhension fondamentale de ce que signifie être valorisée. Carmen ne me payait pas simplement pour m'occuper d'elle. Elle me respectait comme une égale, consultait mon avis, valorisait mon expérience de vie. Carmen n'est pas une étrangère, lui expliquai-je avec patience. C'est une amie qui me traite avec dignité. Et vous n'aviez pas besoin de moi quand j'étais là. Vous aviez juste besoin que je reste silencieuse pendant que vous réorganisiez ma vie selon vos préférences. Le silence qui suivit me dit que Pablo commençait enfin à comprendre la gravité de ce qu'il m'avait fait vivre. Les appels de Monica étaient particulièrement révélateurs. Elle avait adopté un ton faussement inquiet que personne n'aurait pu prendre au sérieux. « Belle maman, nous savons que vous traversez une crise, mais abandonner votre famille n'est pas la solution. Votre mari souffre énormément sans vous. » L'ironie était saisissante. La même femme qui avait passé des mois à m'effacer maintenant m'accusait d'abandon, simplement parce que j'avais choisi mon propre bonheur. Mon mari a souffert pendant des mois en me voyant être mise de côté, et il n'a rien fait pour me défendre, rétorquai-je avec une fermeté qui la surprit clairement. S'il souffre maintenant, alors peut-être comprend-il enfin ce que j'ai ressenti tout ce temps. Monica tenta de poursuivre, mais j'avais appris à ne plus m'enliser dans des débats qui ne faisaient que me vider de mon énergie. L'appel le plus difficile vint 3 mois après mon départ, de mon mari. Sa voix était brisée, fatiguée, vieillie d'une manière qui me fendit le cœur.
Martha, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit avant de partir. Je crois que je n'avais pas réalisé ce qui se passait. Monica dit qu'elle voulait juste t'aider. Mais maintenant, je vois que, peut-être qu'on est allé trop loin. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que j'avais jamais entendue de la part d'un membre de ma famille. Mais elle arrivait trop tard. Et elle était trop timide. J'apprécie que tu reconnaisses cela, répondis-je gentiment. Mais le mal est fait. J'ai construit une nouvelle vie ici, et pour la première fois depuis des années, je suis sincèrement heureuse. Je ne vais pas abandonner cette paix pour retourner dans une situation qui m'a rendue misérable. Mais on peut changer les choses, insista-t-il avec désespoir. On peut parler à Pablo et Monica, fixer de nouvelles règles. Tu pourrais avoir plus de contrôle sur la maison. Ces promesses sonnaient sincères. Mais je savais, du fond du cœur, que les changements fondamentaux de caractère et d'attitude ne se produisent pas simplement parce que quelqu'un part quelques mois. Je n'ai plus besoin de contrôler une maison où je n'étais même plus considérée. Ce que j'ai maintenant, c'est ma propre vie, et je ne suis pas prête à y renoncer pour apaiser la conscience de ceux qui m'ont ignorée pendant si longtemps. Il y eut un silence long et lourd au bout du fil. Puis, dans un souffle presque inaudible, mon mari dit. Je t'aime, Martha. Je ne te l'ai pas dit assez souvent. Mais je t'aime. Et tu me manques. Ces mots me touchèrent. Ils me rappelèrent l'homme que j'avais épousé, celui avec qui j'avais construit une vie, élevé des enfants, traversé des tempêtes. Mais cet homme avait été remplacé, au fil des ans, par quelqu'un de passif, qui avait permis que je sois reléguée à une pièce décorative dans notre propre foyer. Je t'aime aussi, murmurai-je, les larmes aux yeux. Mais parfois, aimer quelqu'un ne suffit pas pour rester dans un endroit où on n'est plus vu. Après cet appel, les tentatives de me faire revenir cessèrent. Comme si, après avoir essayé toutes les manœuvres, culpabilisation, pitié, colère, promesses, ils avaient enfin compris que je ne reviendrais pas. Pas comme avant. Ma vie au Costa Rica continua de s'épanouir. Carmen et moi développâmes une complicité précieuse. Nous célébrions ensemble les petites victoires du quotidien. Une recette réussie, une balade agréable, une discussion stimulante. José devenait un compagnon de plus en plus présent. Nous n'étions pas officiellement ensemble, mais nos voisins avaient commencé à parler de nous comme d'un couple. Et, pour la première fois depuis plus de 40 ans, cette idée ne me faisait pas peur. Un après-midi, en marchant dans le parc central avec José, il me demanda. « Tu crois que tu pourrais rester ici définitivement? Faire de ce pays ta maison ?» Je regardais autour de moi. Les arbres tropicaux, les enfants qui jouaient, les rires, le ciel immense. Et je pensais à ma chambre lumineuse, à Carmen qui m'attendait avec du café chaud, à la paix intérieure que je ressentais chaque matin. Je crois que c'est déjà le cas, répondis-je en lui prenant la main. Quelques semaines plus tard, j'envoyai une lettre à chacun de mes enfants. Pas un message de reproche. Pas une vengeance. Mais un témoignage honnête. Je leur racontais ce que j'avais ressenti pendant ces mois d'effacement. Je leur expliquais pourquoi j'étais partie. Et je leur décrivis la femme que je redevenais, celle qu'ils avaient oubliée. J'espère que vous trouverez, chacun à votre manière, un chemin vers votre propre vérité, écrivis-je. Mais sachez que moi, j'ai trouvé le mien. Et je suis en paix avec cette décision. Fabian fut le seul à répondre. Une lettre courte, mais sincère. Maman, je suis désolée. Je ne savais pas que tu souffrais autant. Je suis fière de toi. Et j'espère qu'un jour, je pourrai te rendre visite. Pas pour te faire revenir. Juste pour te dire en personne que je t'admire. Je gardai cette lettre dans le tiroir de ma table de chevet, comme un petit rappel que certaines blessures peuvent guérir, même si elles laissent des cicatrices. Le jour de mon 71e anniversaire, Carmen organisa une petite fête dans le jardin. Il y avait des guirlandes de fleurs, du gâteau à la noix de coco, et une dizaine de voisins. José me prit la main au moment où tout le monde chantait « Joyeux anniversaire » et me glissa à l'oreille. À 71 ans, tu es plus vivante que beaucoup de gens de 30. Merci d'avoir choisi cette vie. Merci d'exister. Je souris, émue, en regardant autour de moi. Cette maison n'était pas celle où j'avais élevé mes enfants. Ce pays n'était pas celui où j'étais née. Ces visages n'étaient pas ceux de ma famille de sang. Mais en cet instant précis, entouré de chaleur, de rire et de lumière, je sus que j'étais chez moi. 1 an s'était écoulé depuis mon départ. 1 an depuis que j'avais quitté ma maison, ma famille, mes habitudes, pour une vie que je n'aurais jamais osé imaginer.
Et pourtant, chaque jour passé ici au Costa Rica m'avait rapproché de qui j'étais vraiment. Carmen allait bien. Sa santé s'était même stabilisée depuis que je vivais avec elle. Le simple fait d'avoir une compagnie aimante, de rire chaque jour, de marcher ensemble, avait fait plus pour elle que n'importe quel médicament. Nous étions devenus de véritables amis, partageant nos souvenirs, nos recettes, nos douleurs et nos espoirs. Elle me confiait souvent qu'elle ne s'attendait plus à trouver une personne comme moi à son âge. Et moi non plus. Un jour, alors que nous buvions notre café sur la terrasse, Carmen me regarda et dit : « Martha, tu as apporté dans ma vie quelque chose que je ne savais même plus que je cherchais. De la chaleur, de la présence vraie. Tu es ma famille maintenant. » Ces mots me touchèrent profondément. Moi qui avais été mise de côté par les miens, j'étais devenue une personne essentielle pour quelqu'un d'autre. Non pas à cause du sang ou du devoir, mais à cause de l'amour, du respect et de l'affection sincère. José aussi avait pris de plus en plus de place dans ma vie. Nous avions fini par rendre notre relation officielle, doucement, sans grandes annonces ni cérémonies, mais avec la certitude d'avoir trouvé un compagnon pour cette nouvelle phase. Il me traitait avec tendresse, curiosité, et surtout, avec admiration. Chaque jour à ses côtés me rappelait que l'amour ne connaît pas d'âge, ni de calendrier. Un après-midi, alors que nous nous promenions main dans les sentiers du parc, il me demanda : « Martha, si on t'avait dit, il y a 2 ans, que ta vie ressemblerait à ça, qu'aurais-tu répondu ?» Je ris doucement, regardant les arbres qui dansaient dans le vent. J'aurais dit que c'était impossible. Que j'étais trop vieille. Que c'était fini pour moi. Il s'arrêta et me regarda dans les yeux. Et maintenant ? Je souris, sincèrement, du fond du cœur. Maintenant, je sais que tant qu'on est vivant, il n'est jamais trop tard pour recommencer. C'est ce que je voudrais que mes enfants comprennent, un jour. Que la vie ne suit pas toujours le chemin qu'on attend. Et que parfois, les plus grandes bénédictions naissent des décisions les plus courageuses. Je ne sais pas s'ils me pardonneront un jour. Je ne sais pas s'ils comprendront totalement pourquoi je suis partie. Mais je sais que je me suis pardonnée. Je me suis relevée. Et j'ai repris les rênes de mon existence. Je suis Martha. J'ai 71 ans. Et aujourd'hui, je vis pleinement, avec le cœur léger et l'âme libre. Fin.